Pour rester à l'affût de tout ce qui se passe à MaTV Cap-de-la-Madeleine, visitez notre page Facebook. Malheureusement pour Alexandre Pelletier, lorsque sa copine l'a retrouvé dans son lit le 17 janvier dernier, il était trop tard. Il avait déjà succombé à une surdose. Cette journée-là, les parents d'Alexandre Pelletier ont reçu un appel qu'aucun parent ne veut recevoir. Peu de temps après, le père d'Alexandre, le docteur Francis Pelletier, s'est mis à écrire sur sa page Facebook, mettre des mots sur ses mots, comme il le dit lui-même. Son projet de livre sur lequel il travaillait déjà s'est alors transformé. Le lancement avait d'ailleurs lieu la semaine dernière au restaurant Le Pot, dont un des propriétaires est l'autre fils du docteur Pelletier. L'équipe de mise à jour y était. Vous connaissez sans doute mon histoire. C'est l'histoire d'un père qui a perdu son fils. Et il y a de ça quelques semaines, en fait le 17 janvier, décédé par surdose. C'est sûr que quand on a un fils qui a des problèmes de consommation, on a l'impression de vivre avec un alpiniste, un fils alpiniste qui passe une partie de sa vie à grimper des falaises abruptes à mains nues. Alors, on espère toujours qu'il atteigne le sommet, mais on s'attend toujours à recevoir un coup de fil. Ces coups de fil-là, on les attendait depuis une douzaine d'années. Tard le soir, tôt le matin, aussitôt que le téléphone sonne, on se demande qu'est-ce qu'on va nous annoncer et tout ça. Fatalement, la nouvelle a fini par arriver pour nous dire qu'il était décédé. Suite à ça, j'ai décidé d'en parler. J'ai décidé d'en parler d'abord parce que pour moi, qui est un médecin, un artiste médecin, l'écriture, c'est une façon de soigner presque tous les maux. Alors, c'était comme une échelle qu'on me descendait du ciel, puis pour me sortir du brasier. Alors, j'ai grimpé, j'ai écrit. J'ai écrit. Et quand j'ai écrit, c'est des centaines de témoignages que j'ai reçus de la part des gens. Les gens m'ont témoigné leur sympathie par rapport à ça. Puis les gens pleuraient, les gens étaient très tristes et tout ça. Je me suis dit, pourquoi tout le monde est aussi triste dans ce type de situation-là? Et là, je me suis rendu compte que c'est pas la mort de mon fils, c'est pas son père ou ses parents qui restaient là, qui pleuraient, c'était eux-mêmes. Ça les ramenait par rapport à leurs propres problèmes. Et là, je me suis rendu compte de la détresse qui existait au niveau de la société. Je me suis rendu compte de l'isolement, de l'impuissance des gens. Et j'avais promis à tout le monde de ne pas rester les doigts croisés. On rejoint tout de suite Dr Pelletier qui a accepté notre invitation en compagnie de sa femme, la maman d'Alexandre, Sonia Blaine. Bonjour. Bonjour. Donc, vous le disiez dans le reportage, à la suite de la mort de votre fils, vous ne vouliez pas rester les doigts croisés. Donc, vous avez écrit le livre, vous avez également tenu la croisade pour la vie qui s'est tenue cette fin de semaine du côté de l'hôtel Montfort de Nicolet. Ça a été un énorme succès. Parlez-moi de tout ce projet-là. Mon Dieu, c'était... En fait, c'est comme si tout était un petit peu écrit à partir du livre, le livre qui était presque prémonitoire, parce qu'au moment de l'annonce du décès de David, le livre était déjà terminé, en théorie. On était sur les corrections du livre. Quand le décès a été annoncé, je suis sorti sur les médias sociaux, parce que pour moi, l'écriture, c'était une façon d'exprimer ma peine et tout ça. Puis là, on a réouvert le livre, puis on a ajouté 16 pages au livre d'un texte qui s'intitule « La vie après la vie », dans lequel j'ai mis des témoignages de Facebook, plus les témoignages que les gens ont envoyés. Après ça, on a eu la cérémonie avec Alexandre, avec l'hommage à Alexandre et tout ça. Puis là, on a dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec le livre? Puis là, on a dit, OK, on fait un grand lancement, puis on célèbre la vie. Parce que quand je suis sorti, c'est des centaines de témoignages que j'ai reçus de détresse. Et là, j'ai vu la détresse des gens, l'isolement, l'impuissance des gens, et je me suis dit, non, on peut pas rien faire avec ça. Puis c'était une belle occasion. Le lancement du livre devenait un prétexte à faire un grand rassemblement pour partager des idées puis célébrer la vie avec les gens. Et donc, vous avez organisé ça en 2 semaines, tout l'événement? Pas 2 semaines. C'était tellement rapide que les gens se greffaient à l'événement. Parce qu'initialement, ça devait être le samedi soir, on fait des jokes parce qu'on fêtait nos 120 ans, les deux. Bon, hein, c'est ça. L'âge chinois que j'appelle. On n'a pas l'air de ça. Les 260 ans, d'ailleurs, vous, oui. C'était hier. Oui. Bonne fête. puis graduellement, les gens disaient, ah, ben tu sais, il y avait l'événement. Fait qu'on s'est dit, ben pourquoi pas faire le souper aussi de rassemblement.
Puis il y avait tellement de gens qui, comme Francis dit, qui avaient un besoin. Bien là, Francis, puis les bénévoles, Francis allait voir l'hôtel Montfort, ils ont dit oui, on embarque dans la situation. Fait que l'oups, ça se greffait graduellement. Vraiment, c'est impressionnant la vitesse. C'est une 50aine de partenaires bénévoles qui se sont greffés à l'événement comme ça. Là, et des gens de renom également qui ont voulu participer. Oui, assez extraordinaire. J'ose presque pas donner de nom, là, parce que c'est... Mais entre autres, dans les conférenciers, là, ça a été extraordinaire. Dimanche, on a vécu un après-midi extraordinaire avec Éliane Gagnon, entre autres la comédienne. D'ailleurs, ça, je l'avais vu passer sur les médias sociaux. Vous aviez demandé, vous disiez, j'ai besoin d'une conférencière, de quelqu'un qui voudrait animer. Je lance le message dans l'univers, puis finalement, c'est elle qui vous a contacté personnellement. En fait, c'est une de mes clientes, de mes amis Facebook, qui m'a dit, tu devrais inviter Éliane Gagnon. Puis c'était drôle parce que dans les conférenciers du samedi, j'avais John Sader. John Sader, qui est un médecin généraliste, qui est spécialisé en toxicomanie et en dépendance, qui a été un de mes gros coups de cœur parce que je l'avais eu comme conférencier dans un congrès médical. Puis on est devenus des amis à tel point qu'il est en train, c'est un anglophone, Sader, fait qu'il est en train de traduire mon livre en version anglaise. Donc, j'ai dit à John, on va être 2 médecins qui allons soigner avec les mots et tout ça. Puis John est associé un petit peu avec Eliane. Eliane l'a eu en entrevue sur le Sober Lab, là, le lab de sobriété qu'elle a créé. Donc, John m'avait parlé d'Eliane. On devait se rencontrer pour souper puis voir un petit peu qu'est-ce qu'on faisait ensemble. Mais ça, c'était avant le décès de mon fils. Puis là, tout ça, c'est comme enchaîné. Ça fait que j'ai donné un petit coup de fil à Eliane. Puis tout de suite, elle m'a dit « OK, parfait. Moi, je suis là. Je vais être avec vous autres. » Ça a été extrêmement touchant. On a vécu vraiment, là... c'est comme si on avait soulevé une énorme vague d'amour. Puis tout le monde a fini. C'est 50 personnes qui ont fini comme dans les bras les uns des autres et tout ça. Ça a pleuré, ça a ri. Ça a été vraiment... Je pense que de toute ma vie, de mes 60 ans, là, c'est le truc le plus émotif auquel j'ai eu l'occasion d'assister. Vraiment, ça a été fantastique. Il n'y a même plus de mots, à un moment donné, pour décrire cette situation-là. Les gens avaient beaucoup d'émotions, puis les gens ne se sentaient pas jugés. C'est ça qui est important, parce qu'il y a beaucoup de souffrance, puis beaucoup de gens qui arrivent et qui pensent qu'ils sont seuls. Nous, le fait d'avoir ouvert, parce qu'Alexandre est décédé au mois de janvier d'une overdose, puis les gens disaient « il s'est suicidé ». Non, il ne s'est pas suicidé. Il a pris quelque chose, on ne sait pas quoi encore, parce qu'on attend les résultats de la toxico, mais il est décédé de quelque chose qui n'était pas très bon, qui était de la cochonnerie. Puis nous, on voulait dire aux gens « écoutez, les jeunes aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'ils prennent n'importe quoi. Allô, on peut-tu allumer, on peut-tu... » Puis on valorise beaucoup, comme Francis disait lors d'un article, on valorise beaucoup les jeunes dans l'expérience adolescence. On peut-tu valoriser les gens qui ne prennent pas, les jeunes qui ne prennent pas rien, qui font des choses positives? Est-ce qu'on pourrait les encourager, eux autres? Parce qu'on ne les encourage pas dans les écoles secondaires. On leur tape dessus, on les traite de niaiseux, t'es pas cool, t'es ci, t'es ça. Donc, ils s'en vont dans une autre direction, ils disent « Ah... » On banalise. On banalise. En disant, c'est pas grave de prendre un joint, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. C'est pas grave de prendre un coup. Puis on ne réalise pas qu'il y a toujours un risque à prendre un verre ou à fumer un joint avec le diable. On ne sait jamais où ça va nous entraîner. Puis tous les jours, dans mon bureau, je soigne des patients aux prises avec des problèmes physiques ou psychologiques dus à leur incapacité à cesser de fumer, de boire ou de se droguer. Puis je disais que tous les jours, je bénis le ciel de n'avoir jamais commencé. C'est un combat, c'est le combat d'une vie pour beaucoup de mes patients. Puis moi, effectivement, je ne sais pas ce que c'est, mais pourquoi pas dire aux jeunes, c'est parfait de ne pas consommer, on peut faire plein d'autres choses. Il y a plein d'autres. Ça ne m'a pas empêché d'avoir une vie extraordinaire, puis encore aujourd'hui, de l'amener, mais je n'ai pas ce combat-là à amener. Mais quand on ne mène pas ce genre de combat-là, on peut emmener plusieurs autres à côté. Mais justement, vous le dites, c'est un combat. Moi non plus, je ne connais pas ce type de combat-là, mais c'est pas, vous l'avez vécu vous-même, c'est pas faute d'avoir essayé de l'aider. Je disais qu'il a fait plusieurs thérapies, Alexandre, 6 thérapies. 6 thérapies, puis pas toujours terminées. Je pense que la seule vraiment qui a terminé, c'est celle qu'il avait fait à 19 ans à Jean Lapointe à Montréal. Puis pourtant, ça a super bien été. Il était content. C'était comme le plus jeune dans la thérapie. Puis tout le monde le prenait parce qu'Alexandre, c'est un être exceptionnel comme personne. Tout le monde l'aimait, puis on l'a vu au service aussi. Mais tant que tu ne dis pas « j'ai un problème de consommation », mais moi, il m'appelait souvent, moi, j'étais toujours avec, même la journée qui est décédée, la journée avant, on était allé faire des commissions, puis on devait aller acheter un fauteuil pour son nouvel appartement, parce qu'il étudiait à la Qualitech.
juste à côté. On s'est trouvé un appartement vraiment collé. Puis il m'a dit « Ah, salut, maman, à demain, je t'aime aussi, bye, Chigala, puis on va se voir demain. » Fait qu'on a toujours été là. On essayait, mais peut-être que moi, j'étais trop là aussi des fois. Tu sais, on vient qu'on ne sait pas comme parent, je suis trop là, pas assez là. C'est où je peux arrêter, là? Puis je pense que je me sens pas coupable, je me sens correcte, je me sens bien. Puis je me suis dit, j'ai essayé jusqu'à la fin, mais il y a une partie de sa vie qui lui appartenait aussi. Comme parent, là, tu fais comme... Puis moi, je lui disais, je peux pas t'aider énormément. Moi, je consomme pas, je bois pas, je fume pas. Mais tu as des gens qui peuvent t'aider. Si tu ne peux pas aller en thérapie fermée, va à l'externe. Puis tu sais, la pensée magique, « Ah, ça m'arrivera pas, maman. Je suis capable d'arrêter n'importe quand. » Et non, tu n'es pas capable. Je pense que la base de ça, c'est d'accepter qu'il y a un problème, de reconnaître qu'il y a un problème. Ça, c'est vraiment... Puis je voyais avec Eliane lors de la conférence et tout ça, puis c'est à un moment donné, tu atteins le fond, puis à un moment donné, il faut que tu réalises que tu as un problème, il faut que tu réalises que tu as besoin d'aide. Puis après ça, là, c'était très beau, parce qu'à partir du moment où tu entres dans ça, tu te dis maintenant, comment j'arrive à vivre dans cette nouvelle sobriété? C'est parce que c'est quelque chose d'apprendre à vivre sans les artifices ou sans les choses qui sont autour. Ouais. Ce que les gens qui n'ont jamais consommé n'ont pas vraiment, ont beaucoup moins de problèmes. Puis il faut compenser ça par de l'amour, beaucoup d'amour. C'est ce qui est ressorti beaucoup. Puis souvent, c'est d'arriver à s'aimer soi-même. Hein? D'ailleurs, justement, il y a une des citations là, dans votre livre. J'ai lu le livre avec beaucoup d'attention. J'ai mis des petites références sur certaines choses. Puis il y avait justement là, de s'aimer soi-même. Vous parlez de donner de l'amour aussi. Il y a beaucoup d'amour dans ce livre-là. Avec ce qui est décrit. Puis au départ, c'était de l'amour vraiment... que vous vous donniez à vous-même. Oui. Juste le texte d'ouverture du livre, c'est un texte qui s'intitule « Je te souhaite ». Donc, lorsque j'ai traversé une période difficile il y a quelques années, je me suis mis à me souhaiter des choses à moi-même qu'ensuite j'ai décidé de diriger vers les autres. Donc, ça donne des choses. Puis, quand je pensais à Alexandre et tout ça, puis je pense à tous ces parents qui ont des enfants consommateurs, puis ça me rappelait une des phrases du livre qui dit « Je te souhaite le meilleur, mais surtout de le découvrir, même dans le pire. » Et ça, c'est des choses qu'on vit aussi dans nos cabinets, dans nos médecins, quand on annonce une maladie, qu'on annonce à un patient qui va probablement mourir de quelque chose et tout ça. Comment on arrive à transformer la douleur, la souffrance aux nouvelles, puis à l'amener de façon positive. C'est un peu ce qu'on a fait dans la mort d'Alexandre. Peu importe ce qu'on va faire, on ne peut pas le ramener. Mais par contre, de donner un sens à sa mort en orientant ça de façon positive, puis peut-être en permettant de sauver des dizaines d'autres enfants ou adultes ou tout ça. Je pense que c'est bien amorcé, justement. Il y a plein de gens qui sont allés à l'événement en fin de semaine. Il y a le livre que les gens peuvent se procurer. Vous parlez de une de vos citations préférées. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi « Il n'y a pas de lumière sans ombre » ou je ne sais pas exactement. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Pas d'ombre sans lumière. Ouais. Ça m'a beaucoup parlé. Oui, parce que c'est toujours... Puis il faut dire que lorsque je travaillais sur le livre, c'était bien avant qu'on nous annonce la nouvelle et tout ça. Puis lorsque j'étais rendu sur la fin du livre, il me restait 8 pages à meubler, puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai 30 à 40 ans d'écriture, de création et tout ça. Puis j'ai choisi spécifiquement d'insérer à l'intérieur du livre un texte qui s'intitule « Lettre à mon fils », qui lui explique... Puis c'est une lettre que j'avais écrite à Alexandre quelques mois avant sa mort, où je lui expliquais que la vie, c'était pas un long fleuve tranquille, que la vie, c'était une rivière sauvage, où on souhaite se la couler douce. Donc déjà, on voit la contradiction entre la rivière sauvage et se la couler douce. C'est pas, si on veut se la couler douce, c'est pas nécessairement sur une rivière sauvage qu'on va arriver à faire ça. Puis je lui expliquais l'importance d'apprivoiser ce fauve liquide, d'éviter les récifs et d'apprendre comme un bon cascadeur à se relever des chutes, si possible avec le sourire. Oui. Bien, vous partagez votre sourire et vous êtes plein de sérénité. C'est beau à voir. Je vous remercie beaucoup. Merci. Donc, je rappelle que vous êtes les parents d'Alexandre Pelletier. Merci beaucoup. Merci, Émilie. Voilà, c'est ce qui met fin à notre émission. Je vous souhaite une excellente semaine et on se donne rendez-vous pour une autre émission la semaine prochaine.